C'est parti. Bon, alors bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour notre webinaire mensuel de reprise. Alors pour moi, c'est un très grand plaisir et un grand honneur de recevoir Charlotte, Charlotte est on va dire, elle a beaucoup de casquettes, hein. Je pense que ce qui caractérise d'abord Charlotte, c'est que c'est une militante, elle y croit, et elle y croit dur. C'est une experte qui a été une experte nationale et maintenant internationale. Charlotte, tu as été maire adjointe de la ville de Rennes, en charge de la santé. Tu as présidé le réseau français des villes santé de l'OMS. Et maintenant, tu es dans une institution qui s'appelle l'UFA. Alors, je ne prononcerai pas l'acronyme en anglais parce que mon anglais est très, très accent occitan, donc il serait incompréhensible, mais tu nous parleras peut-être un petit peu de cet organisme. Si j'ai souhaité, Charlotte, que tu puisses intervenir parmi nous, et je sais que tu es très, très prise, c'est parce que l'urbanisme favorable à la santé, d'abord, c'est grâce à l'urbanisme favorable à la santé que j'ai fait ta connaissance. Et c'est un des outils importants que vous avez mis en place sur Rennes. Je lisais hier soir dans l'avion en revenant la préface que tu as écrite sur l'ouvrage euh, du réseau français sur les espaces verts, etc. Donc, à travers ta très large expérience, que tu puisses nous parler de l'urbanisme favorable à la santé, qui aujourd'hui me paraît un concept, alors qui est certes un concept ancien, hein, il ne date pas de hier, mais qui est en train de revenir au goût du jour avec l'importance que prend la santé environnementale aujourd'hui dans nos politiques locales de santé. Voilà. Alors, j'ai brièvement euh, prononcé ta biographie. Évidemment, j'ai laissé de côté tout un tas de choses, mais si tu veux y revenir, tu peux y revenir. Et en tout cas, Charlotte, je te remercie d'être là. Donc, traditionnellement, l'orateur intervient en laissant à peu près minimum une demi-heure pour les questions-réponses, hein, étant entendu que nous serons obligés de rendre l'antenne à 13h30. Charlotte, tu as la parole. Merci beaucoup, merci Gilbert et bonjour à toutes et à tous. Non, je ne vais pas forcément spécialement revenir sur ma bio, je suis facile à trouver par ailleurs, mais je suis effectivement très très contente d'être là, puisque je pense que ce qui est toujours très intéressant et ce que j'ai pu voir sur mes différentes casquettes à différents moments, c'est ce qu'on appelle en anglais le boundary spanning, le fait de casser les frontières, le fait de sauter au-dessus des frontières, le fait de faire du lien. Et plus on reste en lien entre le niveau local et même infracommunal et les niveaux internationaux, plus on va faire des bonnes politiques. Et donc, je suis toujours ravie d'être là. Je vais effectivement essayer de ne pas être trop longue pour qu'on ait du temps d'échange et de favoriser les interactions. Alors, je vais partager mon écran. Et puis, j'ai vu qu'il y avait des spécialistes quand même dans la salle, notamment Stéphanie du CNFPT qui anime un gros travail sur l'UFS au sein de la fonction publique territoriale. Donc, j'ai prévu de présenter les prochaines rencontres à la fin de ma présentation, mais je pense que c'est intéressant aussi de savoir, Stéphanie, que vous êtes là en soutien parce qu'il se passe pas mal de choses et donc on n'est pas À seul et 15 c'est la minutes bonne de nouvelle. classe avec l'animation pelote de laine, le nom, prénom, la ville et la fonction. On pose la question. Donc là, c'est moi qui fais l'animation. C'est bon. Vous pouvez reprendre. Pardon. Donc voilà. Et donc il y a plein de ressources et je pense surtout qu'on y est. On est à un moment clé, on est à un moment où
où quelque part, alors on aurait pu penser, les élus locaux, on en a beaucoup parlé à cette époque, qu'au moment du Covid, il y aurait eu un moment haha, où on s'est dit: «Ah oui, la santé publique, c'est important». Vous savez, c'était ce moment où tout le monde s'est souvenu qu'il fallait se laver les mains. Donc c'était plutôt chouette. Et puis on n'y a pas été complètement, mais je pense vraiment profondément que l'urbanisme favorable à la santé est une des clés, pour avancer la question de la santé publique. Évidemment, je ne vais pas être exhaustive, il y a énormément de choses à se dire. Je vais passer des slides, certaines rapidement, parce que le but, c'est que vous ayez des ressources. Donc j'ai déjà envoyé le PDF qui peut être partagé. Il y a énormément de choses à dire. Mon but, c'est de donner un peu une vision générale, des idées, des envies et que, vu j'ai vu des profils et il y a pas mal de profils différents, que chacun, chacune puisse piocher, là-dedans et s'en servir. Parce que et c'est là où je vais en venir aussi, parce qu'on peut parler d'urbanisme favorable à la santé, de santé dans toutes les politiques, on peut parler de tous ces concepts de santé environnementale, il y a plus longtemps. Tant qu'il y a pas la gouvernance, tant qu'il y a pas la volonté politique, bah, ça reste des concepts. Et c'est aussi un peu le but de ma présentation et là aussi en étant dans mes 2 casquettes, de donner des exemples. Donc, alors, je suis maintenant la directrice de EUPHA, European Public Health Association, qui fédère en fait les associations de santé publique dans la région européenne. Alors, c'est une grande région européenne, comme vous pouvez le voir sur la carte, c'est la région européenne de l'OMS. Donc, c'est 53 pays. C'est comme l'Eurovision ou la Coupe du monde de foot, pour, si vous n'avez pas la référence OMS. Et on a des associations nationales de santé publique qui sont membres, mais également des institutions, quelques membres individuels. Et puis, et ça c'est important, on a vraiment un réseau de 4000 jeunes professionnels qu'on va voilà, renforcer dans leur capacité aussi à être des futurs leaders et leur donner notamment des compétences diplomatiques pour faire le lien avec les gens de terrain. Et ça, c'est quelque chose qui se dessine beaucoup dans notre nouvelle stratégie. Petit coucou à Yves Charpak, hein, c'est quand même Yves qui m'a poussé à candidater pour ce poste. Donc, encore une fois, merci Yves, je ne l'aurais peut-être pas fait sans toi. On fait beaucoup de choses, je ne vais pas rentrer dedans, mais à votre disposition si vous voulez en parler. Des conférences, notamment la plus grosse conférence de santé publique européenne, qui cette année sera à Lisbonne, qui est EPH Conférence. On a des newsletters. On est organisé dans 30 sections thématiques qui vont travailler avec les chercheurs pour à chaque fois donner la bonne réponse scientifique. Et là, je voulais quand même le dire parce que c'est quand même tout l'enjeu de EUPHA, mais c'était également tout l'enjeu quand j'étais élue, en lien avec le réseau des villes de santé, en lien avec l'OMS, en lien avec le HESP aussi, beaucoup en France, l'École des hautes études en santé publique. On ne veut pas faire des politiques de santé publique au doigt mouillé. Hein. Vous voyez, vous savez, tout ce moment-là où tout le monde a créé des maisons de santé hors les murs sans travailler avec les professionnels de santé et tiens, surprise, elles sont vides. Aujourd'hui, on est quand même en capacité de dire ce qui marche et ce qui ne marche pas, de dire que les pollutions ne je ne vais pas rentrer dedans, mais les politiques de réduction des risques, par exemple, sur les villes, faire des campagnes pour dire: «Fumez pas», ça ne suffit pas. Donc on veut s'appuyer sur la science et pour ça, on a par exemple quelque chose qui peut vous intéresser, c'est la Rapid Response Team, l'équipe de réponse rapide, qui va sur un politique, un journaliste qui a besoin de parler d'un sujet de santé publique, quel qu'il soit, il va pouvoir nous appeler, on va pouvoir donner une réponse rapide scientifique. C'est-à-dire de pas justement avoir ces éditorialistes qui parlent de tout et de n'importe quoi. Notre enjeu, c'est la science. La prochaine conférence, c'est Lisbonne. Alors c'est un peu tard si vous les avez inscrits, il y a toujours un peu de place, mais on a plus de 3000 personnes. Je voulais vous dire aussi, Helsinki, en Finlande, en 2025, ça sera sur l'économie du bien-être, et en 2026 et je sais que je vis à long terme, mais moi, je veux vraiment qu'on s'engage avec les villes. Ça sera sur la santé urbaine à Bilbao, en Espagne. J'espère qu'on pourra monter des choses d'ici là, donc comme ça, vous l'avez en tête. Maintenant, pendant que je vais parler et vous raconter des choses, j'aimerais bien, si vous en êtes d'accord, que dans le chat, vous commenciez à nous raconter un peu quels sont les plus grands défis de santé dans alors région, ville, organisation selon ce que vous représentez. Parce que ça serait quand même intéressant de pouvoir, de pouvoir voir un peu de quoi on parle.
et puis que vous puissiez participer. Alors, il y avait 100 inscrits, donc on n'a pas forcément le temps de faire un tour de table, mais je pense que c'est intéressant. Maintenant, voilà l'ordre du jour. Quelques rappels. Le cadre théorique, rapidement, parce que c'est important. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on ne fait pas un cadre théorique dans un webinaire avec 40 minutes d'intervention. Je vais vraiment essayer d'aller dans les exemples, à la fois des co-bénéfices de l'urbanisme favorable à la santé et également dans les exemples de mise en œuvre, et puis les questions de gouvernance, parce qu'encore une fois, on peut faire les meilleures notes, les meilleures idées, avoir les meilleures idées, si votre maire, votre président de métropole, ou présidente de métropole ne vous suit pas, on n'ira pas bien loin. La santé n'est Et ce sont pour la plupart des acteurs amateurs. Comment c'est OK. La santé n'est pas le soin. La santé est un état complet de bien-être physique, mental, social, et ce n'est pas seulement l'absence de maladie. C'est toujours bien de le répéter. Moi, ce schéma-là, je l'utilise à chaque fois pour redire et redire et redire, et notamment quand on forme les autres élus, pas les élus de la santé, mais les autres élus, ceux de l'éducation, ceux du logement, ceux de l'urbanisme, évidemment, que effectivement la santé est déterminée par notre âge. 50 ans, je récupère moins bien qu'à 20 ans, par nos facteurs de vie. Si je fume, ma santé va être plus affectée que si je ne fume pas, mais aussi par les réseaux sociaux. Si on fume autour de moi, je vais avoir tendance à fumer. Et aussi par toutes les conditions de vie au travail. Selon mon niveau d'éducation, selon mes conditions de travail, je vais plus ou moins tendre à fumer. Et selon les conditions socio-économiques, culturelles et environnementales, la pollution de l'air, ce n'est pas quelque chose qui dépend de moi. La santé, ça n'est pas quelque chose d'individuel. Et peut-être que ça vous paraît évident, vous de la santé publique. Ça n'est pas évident, il faut le répéter encore et encore. On voit tellement de politiques au niveau national qui disent encore: «Oh bah, c'est un coup, il faut faire des efforts, hein». Ça n'est pas le cas, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est 5 de patrimoine génétique, 15 le système de soins et 45 de facteurs socio-économiques, 25 de facteurs environnementaux et 10 de facteurs individuels. Ça détermine notre santé. Alors quand vous êtes avec des acteurs du soin, ça arrive souvent, quand on fait des contrats locaux de santé, vous allez avoir l'hôpital, la CPTS, enfin les acteurs de 15 ils disent: «Ah quand même 15 ». Ben ouais, 15 seulement. 15 essentiels, mais 15 seulement. Tout le reste, on va pouvoir, à part évidemment les facteurs génétiques, on va pouvoir agir grâce à l'environnement, et c'est pour ça que l'urbanisme favorable à la santé, ça va nous outiller pour pouvoir agir là-dessus. Je rentre pas encore une fois dans les détails, mais n'hésitez pas, après on aura des questions. Heu, pour vous donner un exemple, et moi j'aime bien celui-là, si, Véronique, que je vois puisqu'il y a une vidéo, et moi, on veut toutes les 2 arrêter de fumer. Si nous fumions, on voulait toutes les 2 arrêter de fumer. Si Véronique habite à plus de 250 mètres d'un bureau de tabac et moi à moins de 250 mètres, bah, Véronique a 2 fois plus de chances d'arrêter de fumer. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, la façon, l'endroit, notre environnement va jouer énormément sur nos comportements individuels, et c'est souvent, et vraiment d'expérience, ce qui est compliqué à comprendre. Et on a parlé des déterminants juste avant de la santé. Aujourd'hui, le grand débat, et c'est là, nous, en tant qu'UFA, où on veut aller sur le prochain mandat parlementaire européen, c'est parler des déterminants commerciaux de la santé. Parce qu'honnêtement, alors ça, j'ai tapé pour Quimper, mais je ne sais pas vous, depuis la fin de la loi Evin, et ben devant les universités, collèges, lycées, il y a des pubs pour de l'alcool. Un hasard, ce n'est pas un hasard. Les alcooliers font en sorte de mettre des pubs pour l'alcool à des endroits où on a des consommateurs à risque. Le tabac sur les réseaux sociaux, c'est énorme. Ils vont cibler les jeunes. Et nous, en plus, en tant que moins jeunes, il y a peut-être des jeunes parmi vous, mais en tant que moins jeunes, on ne voit pas à quel point tout ça est ciblé. Dans les quartiers politiques de la ville, il y a une étude très grande en Angleterre. 4 annonces sur 5, c'est des fast-foods. On n'a pas encore fait ces études en France. Je suis à peu près sûre qu'on va avoir des choses comme ça. Tout ce qui va être malbouffe, alcool, tabac, va cibler les plus vulnérables, que ce soit en termes de quartier ou en termes d'âge.
Honnêtement, aujourd'hui, Coca-Cola, son budget pub mondial, juste la pub, il est plus élevé que le budget de l'OMS, enfin le budget cœur de l'OMS, c'est-à-dire le budget par les États membres. Donc, la pub, ça marche. Et si nous, en tant que santé publique, on n'a pas des outils qui vont nous permettre de lutter contre ces pubs, autant vous dire qu'on brasse un peu de l'air. L'urbanisme favorable à la santé, c'est aussi réfléchir aux abribus. Parce que parfois, on peut faire toutes les bonnes campagnes qu'on veut. On peut aller raconter, faire des ateliers cuisine dans les écoles. Et quand il sort et qu'il y a une pub pour le Kinder Bueno sur le bus, ben, on a perdu une grande partie de ce qu'on a fait. À part ça, ça rapporte beaucoup d'argent. Et donc, on a des études qui montrent que globalement, 1 euro investi en prévention, ça économise 14 euros en soins, avec des variations selon les sujets. Sur l'obésité, c'est 1 euro pour 6, enfin 1 dollar pour 6, là, c'est des études australiennes. Sur les espaces verts, par exemple, plus d'espaces verts, ça peut éviter 25% des maladies en général. On est sur des choses énormes. Je ne sais pas vous, mais moi, si mon compte en banque, pour chaque euro investi, il me donnait 14 euros, ça serait pas mal quand même. C'est énorme. Financièrement, il faut qu'on s'outille plus pour montrer qu'on gagne des sous. Alors évidemment, là, je ne vais pas rentrer dans le détail. Pour une collectivité territoriale, c'est plus compliqué parce que si je soigne les gens, si j'évite que les gens soient malades, je veux dire, l'argent, il vient dans les caisses de la Sécu au niveau national, il ne vient pas dans les caisses de la ville. Pour autant, on a pas mal de trucs. On a plein de co-bénéfices et c'est là où je voudrais vous emmener. C'est aussi un enjeu démocratique. Vous pouvez faire la plus belle politique du monde, si vous ne l'avez pas construite avec les habitants, eh ben, ça ne marche pas. Et ça, moi, je vous invite vraiment à chaque fois que vous les verrez, vous penserez à moi. Non. À chaque fois que vous les verrez, prenez des photos dans vos collectivités de tous ces endroits où on a fait quelque chose de très joli, sans prendre en compte cette expérience. Je ne sais pas si vous savez comment ça s'appelle, ces chemins-là. Il y a des gens qui savent? Ça s'appelle les chemins de désir. C'est joli, hein? Ouais, voilà. Merci Aurélien. Les chemins de désir. Allons voir ces chemins de désir. Si on veut changer les comportements, il faut aller partir des gens et aller chercher là où ça va être facile. On ne change jamais de comportement en forçant. On change le comportement en accompagnant. Et ça, c'est aussi extrêmement important. Et pour moi, c'est une des images qui résume le mieux l'urbanisme favorable à la santé. C'est évidemment un enjeu éthique et un enjeu de lutte contre les inégalités sociales de santé. Je ne sais pas si vous connaissiez peut-être les 2 premiers, souvent on les connaît, hein, l'égalité, c'est que je vais donner pareil à tout le monde, mais en même temps, là, pour le plus vulnérable, bah, ça ne va pas lui permettre de voir le football. L'équité, c'est que je vais donner plus à ceux qui en ont besoin. L'urbanisme favorable à la santé, ça va me permettre, quelque part, d'aller éliminer les obstacles structurels. Ça ne marche pas à tous les coups, hein, on n'est pas dans du miracle, mais quand même, globalement, je vais agir sur l'environnement et non pas sur les gens. Je vais agir pour tout le monde. Ça va être absolument quelque chose qui est bénéfique pour tout le monde, mais surtout qui va laisser personne derrière. C'est quelque chose qui va nous permettre d'aller protéger les plus vulnérables en même temps que les autres. Ça veut dire que c'est un choix politique. Et c'est un choix politique parce que les politiques publiques sont des leviers d'action pour la santé, à commencer par l'urbanisme. C'est aussi un choix politique gagnant-gagnant. Alors, je suis désolée, je ne l'ai pas traduite celle-là, mais aux dernières élections européennes, la santé, c'était une des 2 priorités les plus importantes pour les votants. C'est étonnant à quel point les campagnes sont aussi peu sur la santé alors que c'est si important. C'est un choix politique. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est aussi comme ça qu'on va réussir à faire de la santé, de l'urbanisme favorable à la santé. Il va falloir convaincre politiquement. Les choix urbanistiques sont des choix sur le long terme, des choix extrêmement structurants dans une collectivité. Il va falloir qu'on montre ces questions-là. Il va falloir choisir des priorités, il va falloir avec les bonnes données, utiliser les bonnes opportunités, bien communiquer, avoir une bonne gouvernance. Choisissez vos batailles. Et c'est vraiment ce qu'on est en train de faire avec le Parlement européen aujourd'hui. Autant vous dire qu'en tant qu'UFA, moi, je ne m'attaque pas à l'alcool tout de suite, de plein fort. Vous imaginez même pas le nombre de lobbyistes, des alcooliers qu'il y a à Bruxelles. Moi, je n'ai pas les épaules pour ça. En revanche, il y a des batailles que je peux gagner et ces batailles-là, je vais les gagner. Et je vais les gagner aussi parce que je suis organisée. C'est aussi le but de mon sujet. Dernière note conceptuelle, il y a plein de concepts. Donc, il y a peut-être certaines de vos collectivités qui vont aller sur One Health, d'autres sur la
la santé planétaire, Planetary Health, sur les objectifs du développement durable ou sur l'approche santé dans toutes les politiques. Honnêtement, il y a des débats scientifiques qui sont hyper intéressants là-dessus. Au moment de l'implémentation, on s'en fiche. Moi, si la collectivité, elle dit c'est One Health, je vais remettre mon cadre d'activité autour de One Health. Santé humaine, santé animale, santé environnementale. Si c'est les objectifs du développement durable, la santé planétaire, ça va être pareil. En fait, à un moment donné, les scientifiques sont là pour créer du débat, mais nous, on est là aussi pour créer de l'implémentation et agir. Et fondamentalement, ce qu'on veut, c'est du bien-être pour tout le monde. L'ensemble de ces concepts peut rentrer et peut être cohérent avec tout ce que je vais vous raconter. Donc, encore une fois, plutôt opportunité. Opportunité également si on est sur des projets européens, si des projets vont aujourd'hui être, ou nationaux d'ailleurs, hein, ou FEDER, etc. Si c'est One Health, allez sur One Health. Peu importe. La question, c'est que la logique de la façon dont la ville est construite va améliorer la santé des gens. C'est ça qu'on veut faire à chaque fois. Le cadre théorique, rapidement. Vous voyez nos déterminants de la santé tout à l'heure, eh ben, on a refait ce schéma hein, depuis 2000, donc comme disait Gilbert, c'est pas récent, sur la question de la façon dont l'urbanisme favorable à la santé va créer des aménagements qui promeuvent la santé et le bien-être des populations, tout en respectant la planète, avec de l'égalité, de la coopération et de la participation. Rien pour nous sans nous. Hein. Sinon, c'est pas de la santé, c'est pas l'urbanisme favorable à la santé si on le fait juste entre techniciens. Il y a 8 axes. Alors là, Anne Rouet-Legal, vous allez la voir tout au long de la présentation. C'est notre chef de file de l'urbanisme favorable à la santé en France, mais aussi à l'international. Toute son équipe à l'EHESP avec Urba7 agissent beaucoup partout en France. On va être sur ces 8 axes. Et là, donc réduire les pollutions, promouvoir les modes de vie favorables à la santé, activité physique, alimentation, favoriser la cohésion sociale, c'est aussi de la santé. Permettre l'accès aux soins. Donc, on n'oublie pas que même si la santé n'est pas le soin, on n'oublie pas le soin. Et quand nous, on va faire, enfin, quand je faisais, je ne fais plus, mais des interventions pour développer des contrats locaux de santé ou faire de l'urbanisme favorable à la santé, le soin est toujours là. C'est une part petite, mais c'est une part essentielle. Et là aussi, il y a bien de levier. Réduire les inégalités, gérer les antagonistes, et ça va être un peu mon sujet, c'est-à-dire comment on fait, puisque globalement tout le monde veut bien faire de la santé, mais comment on ne crée pas des usines à gaz où on essaie de mettre de la santé partout, mais on essaie de mettre du droit des femmes partout, mais on essaie de mettre les enfants partout, mais on essaie de mettre les personnes âgées partout, puis à la fin personne ne fait plus rien, et ça c'est une réalité, ça existe dans les politiques intégrées, des choses qui ne marchent plus. Donc il faut qu'on soit efficace. Intersectorialité, implication, projet adaptable et sur la durabilité. Il y a vraiment cette notion de dire on est sur du long terme. Là aussi, je ne vais pas rentrer. On a le rapport technique du PRSE Auvergne-Rhône-Alpes, je vous le conseille, il est très, très, très solide avec beaucoup d'exemples sur cette question-là, qui montre à chaque fois que les déterminants de santé, par exemple les comportements de vie sains, on va avoir des objectifs, favoriser les déplacements actifs, et c'est en lien avec les objectifs de l'urbanisme, diminution des obligations de déplacement individuel. Donc on a un cadre qui existe, c'est-à-dire il y a un lien entre les objectifs de la santé et les objectifs de l'urbanisme. Pourquoi c'est important? Parce que si on veut faire des choses ensemble, il faut qu'on parle le même langage. Pour moi, la grande force de la santé, c'est qu'on sait s'adapter. C'est qu'on va aller savoir parler le langage des autres secteurs. C'est qu'on va pouvoir aller leur parler. Et parfois, moi, j'ai pas mal travaillé quand j'étais élue à Rennes avec, par exemple, l'innovation et donc les usages du numérique. Je pense que les 4 premières réunions, c'était pour apprendre à se connaître et faire en sorte que tout le monde ait un vocabulaire commun. Parce qu'au départ, tout le monde était un peu tendu, puisque la santé arrivait avec des grands jargons, et cetera. Les usages du numérique, ils avaient plein de jargons aussi. Il a fallu se connaître. Une fois qu'on se connaissait, qu'on avait pu faire la passerelle et vous voyez cette traduction, ça allait mieux. Ben là, c'est pareil. Comment on traduit les enjeux de santé en union urbaniste? Si vous êtes des champions de la santé, utilisez le vocabulaire de l'urbanisme. C'est à vous de vous adapter. Et parce qu'on n'est pas la plus forte des délégations, parce qu'on n'est pas le sujet le plus fort, même si on est le sujet le plus important.
il faut qu'on s'adapte. Donc ça, c'est une grille qui permet de traduire et je pense que c'est vraiment important. Ce qu'on va faire ensuite, c'est ces cadres logiques, hein, c'est tout ce qui est fait dans l'urbanisme favorable à la santé. On va regarder toutes les caractéristiques d'un espace vert, par exemple son accessibilité. On va regarder les effets directs sur la santé, comment ça affecte ces déterminants et quel impact on peut avoir. Là, c'est encore une fois, en 40 minutes, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Parce que ça, autant vous dire que si vous présentez ça en commission de majorité ou sur un moment où il y a tout le monde, vous allez perdre tout le monde. Et ça, c'est essentiel de toujours l'avoir derrière, d'avoir des gens très solides qui vont regarder cette science, qui vont vérifier comment ça marche. Il y a les ARS qui soutiennent de plus en plus ça, mais ça, c'est pas l'implémentation. Ça, c'est le cadre qu'on garde en tête pour se dire que la façon dont je vais faire des espaces verts, ça va être un régulateur de température et donc ça va améliorer la santé physique et la santé mentale des gens. Mais en pratique, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus simple. Par exemple, alors je refais le précédent, d'un cadre comme ça, je vais aller regarder tout ce qui est positif ou négatif. Donc, je vais mettre en vert ce qui est positif sur la santé physique, santé mentale, et en orange ou rouge selon si c'est positif ou négatif. Ça, c'est l'exemple SCOT Sud-Loire, où ils ont regardé tous les déterminants et ils sont allés regarder par territoire sur leur SCOT, centre, vallée, plaine, montagne, à quel point leur SCOT allait être favorable ou défavorable aux environnements de santé. Ça, c'est pas mal parce que c'est un résumé. Vous voyez, on est parti d'une grille un peu compliquée, détaillée, et on arrive à ce résumé-là. Tout le boulot de l'urbanisme favorable à la santé, c'est aussi de savoir que vous travaillez comme ça. Et là, c'est que les espaces verts, hein. Autant vous dire qu'il y a plein d'enjeux qu'on va pouvoir travailler et d'arriver à quelque chose qui permet de voir globalement si mon territoire il va favoriser ou pas la santé. Et donc, évidemment, si le territoire est défavorable à la santé, comment je vais pouvoir l'améliorer? Parce que on n'est pas là pour collecter des données, pour collecter des données. On a de plus en plus de données. Est-ce que ça améliore la santé? Je ne suis pas sûre. C'est un autre débat, mais on pourra en reparler. Donc, une fois que j'ai ça, je vais pouvoir travailler avec mes élus des plaines ou mes élus des montagnes pour voir comment j'améliore la qualité de l'habitat pour améliorer la santé des gens. Le but de l'UFS, c'est pas que de faire des schémas très compliqués, c'est de les rendre opérationnels, adaptables, c'est que tout le monde puisse s'en emparer. Donc, je vais essayer d'éviter ou de réduire les effets négatifs sur la santé, le bien-être physique, mental et social. Je vais toujours viser l'éco-bénéfice. Pour viser l'éco-bénéfice, par exemple, j'aime bien moi cet exemple-là, surtout qu'il n'est plus d'actualité. La santé permet de créer des meilleures politiques. En 2011, dans ce quartier-là de la Confluence, très joli, hein, geste architectural, on met 980 bouleaux. Ah, c'était beau. Sauf que le boulot, c'est quand même l'espèce la plus allergène qui soit. Donc tout le monde est allergique. Enfin, ça a été une catastrophe, même les gens pas allergiques étaient allergiques. Donc ils ont coupé les boulots. Autant vous dire, quand on est élu ou technicien, l'idée de planter des arbres et de couper les arbres, tout de suite, on voit l'intérêt d'avoir mis la santé au départ. C'est quelque chose qu'ils ne referont plus, c'est quelque chose, je pense, que quand on l'a donné cet exemple-là, les gens se disent: «Ah oui, on ne va pas refaire ça». La santé, ça crée des meilleures politiques. Ça permet de penser en amont et de ne pas faire d'erreurs de ce type-là. Et c'est normal qu'ils fassent des erreurs. Ils ne sont pas formés, encore une fois. Mais nous, on est formés et donc l'idée, c'est quand même d'aller former des référents santé, des gens qui pensent santé, les gens qui chaussent la lumière de santé dans les secteurs de l'urbanisme. L'aménagement, ça va permettre de lutter contre le cancer. Ça, c'est un bon argument. Ça, c'est une bonne façon d'aller chercher les gens. C'est un petit guide, ça, de l'INCa, promotion de la santé, aménagement des cancers, aménagement des territoires, qui montre comment la création des espaces sans tabac, on peut agir sur l'urbanisme, ça va protéger des cancers. C'est plus efficace qu'Octobre Rose. On va quand même pas se mentir. Là, c'est pas juste faire de la sensibilisation. Encourager la question de l'exposition au soleil, elle est clé aussi. On n'en parle pas toujours assez, la question de l'exposition aux UV, par exemple, sur les skateparks, les city stadiums, là où on a, vous savez, ils sont tous là à faire po. Et souvent, c'est pas ombragé.
c'est quand même un peu un problème parce qu'on va avoir des augmentations du cancer de la peau chez les personnes qui vont se retrouver en permanence à se mettre au soleil. L'environnement, la lutte contre le cancer. Santé, climat, il y a plein de co-bénéfices. Tout ce qu'on peut faire autour du climat, on peut faire en sorte que ça augmente les effets pour la santé et inversement. Donner un exemple très classique, hein, vous l'avez peut-être déjà vu, mais ça c'est pareil, si vous avez des flashcards pour aller convaincre les autres secteurs de travailler sur la santé, prenez celle-là. Ben ouais, plus j'ai d'espace vert, moins il fait chaud. Ça marche vachement bien. Faites-vous vos cartes d'images. Quand je vous disais de prendre les photos des chemins de désir chez vous, plus les images correspondent en termes d'ambiance, de possibilités avec vos villes, plus c'est facile de convaincre. Quand je donne les exemples de Finlande, on dit souvent: «Ah oui, mais ça, Charlotte, tu sais, c'est la Finlande, c'est pas pareil». Prenez des exemples qui rapprochent, plus on a de bases de données, et c'est ce que font les réseaux d'élus, plus on va pouvoir avoir des exemples qui paraissent accessibles. Pareil, des exemples de petites villes ou de grandes villes, selon là où vous voulez travailler. Urbanisme et santé mentale. Je ne sais pas si vous avez eu les derniers chiffres, hein, on est à des pourcentages d'augmentation de prescription des psychotropes chez les jeunes absolument dramatiques. Ça pourrait faire l'objet d'un webinaire en soi, mais l'urbanisme, il va agir sur la santé mentale. À Barcelone, ils ont considéré, c'est quelque chose de solide qui a été fait là, qu'on pourrait diminuer de 13% la consommation annuelle d'antidépresseurs et de visites à des professionnels de santé publique en augmentant les espaces verts. C'est énorme. Anne Le Gall a une très bonne présentation là-dessus et on peut développer l'ouvrage dont parlait Gilbert aussi en parle. Les espaces verts ont des effets énormes sur la santé. Le fait d'habiter en ville ou en ruralité va également jouer énormément sur la santé mentale, y compris sur le fait de développer ou pas une schizophrénie. Alors il y a plein de facteurs, hein, tout ça est plus compliqué, mais si vous avez des facteurs prépondérants pour une schizophrénie, ben vous avez beaucoup plus de chances autour de l'âge de jeune adulte, d'être schizophrène quand vous habitez en ville qu'en campagne. Il y a plein d'explications, je ne rentre pas dedans. Disons que l'urbanisme, il doit prendre en compte aussi la santé mentale. Changer une ampoule, sauver des vies. Eh bien, voyez, les LED blanches ont des effets extrêmement négatifs sur la santé, à tel point que l'Association américaine médicale a donné les conseils pour arrêter de mettre toutes ces LED blanches, en fait, parce qu'il y a des effets énormes. Donc, rien que ça, c'est de l'urbanisme favorable à la santé. Changer la couleur des ampoules, ne pas mettre ces lumières blanches, la blanche, enfin, lumière bleue. C'est pas du tout les mêmes démarches. En plus, politiquement, c'est pas la même organisation. Je vais partir, je ne sais pas si c'était une question, hein, je regarde le chat en même temps, mais je crois que c'était juste une erreur. Je pars de ce qu'on a travaillé avec l'ADEME, et ça vous pourrez retrouver sur le site de l'ADEME autour de toute la démarche d'urbanisme favorable à la santé. Globalement, mobilité, proximité, nuisances sonores, cadre de vie, alimentation, espace vert, sécurité et environnement. Tous ces points-là, on peut vous montrer. Là, on a fait des petites fiches pour montrer des co-bénéfices. C'est en ligne sur le site de l'ADEME, on voit énormément de choses. Quand je vous dis de choisir des priorités, à moins d'être un maire en début de mandat, ça va être difficile de tout faire d'un coup. On ne va pas se mentir. En revanche, selon les priorités de votre ville, selon les enjeux, selon l'endroit où en est le PLU, selon là où on en est sur les différents plans, eh ben, on va pouvoir se dire que là, tiens, ben, sur cette question-là, je vais mettre le paquet. Le gros avantage de la santé publique, c'est que si je rentre par une porte, je vais pouvoir agir sur tous les autres endroits. Et si la porte est fermée, je peux rentrer par la fenêtre. Tout ça est interrelié. Et c'est ça aussi que je vais vous montrer. Par exemple, le logement a des effets sur la santé énormes. Sur les troubles du sommeil, sur évidemment toutes les pathologies chroniques, etc., liées à, aux moisissures, au bruit, selon où on est situé. Et la précarité énergétique, c'est une surmortalité de 8 à 20%,
en hiver, cet été, on a eu des très bonnes études, je ne les ai pas là, également sur la surmortalité liée à la chaleur. Améliorer le logement, sauver des vies. On commence par ça. C'est lié aussi au bruit. Donc parfois, on a un geste, alors ça, c'était à Rennes, c'est facile de le dire. 2018, on crée ce bâtiment. Dès qu'il y avait du vent, ça fait: Il y a quelqu'un, tout nu. Je pense que ça serait bien de l'enlever, de voilà, de merci. Heu, excusez-moi, c'était un peu troublant. Le bruit, c'est un facteur énorme. Je ne sais pas si vous étiez, si vous avez vu pendant le covid, mais on a eu, des problèmes, énormes liés au bruit dans les logements les plus fragiles. Quand on fait de la rénovation urbaine aujourd'hui, on va travailler l'énergétique, on ne travaille pas le bruit. C'est une catastrophe. On a fait une saisine au niveau du Haut Conseil, pour la santé publique, pour essayer de mettre systématiquement, dans toutes les rénovations de logements sociaux, le fait d'intégrer la question du bruit et non pas seulement la question énergétique. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu dans des appartements, et dans des endroits extrêmement bruyants. C'est dramatique à tous les niveaux. Donc ça, si on arrivait à avoir cette saisine, si on arrivait à se dire qu'on ne rénove plus un appartement un immeuble thermiquement sans penser au bruit, notamment en séparant les espaces de vie des espaces de nuit, et ben, on améliorerait considérablement la santé. Santé mentale et logement, alors je vous donne cette référence, Habitat Jeune, quelqu'un, qui était à ESPT a beaucoup travaillé aussi dessus. Il y a plein d'outils, on a plein d'outils. On ne peut pas tous les connaître et je fais une formation aussi à l'INED pour les directeurs et directrices de collectivités et ils disent: «Mais là, tu nous donnes plein de trucs en fait, nous on peut pas savoir tout ça». Bah, le but un peu là, c'est qu'on ait nos petites boîtes à outils et le jour où vous avez une réunion avec la commission logement, et qu'ils aient envie de parler de cette question-là, tout de suite on a un guide avec des fiches exemples. Et c'est cette idée de pouvoir aussi adapter l'urbanisme favorable à la santé à tous les gens avec qui on parle parce que, bah, il y a plein de choses qui se passent même en dehors, de nos réunions et d'avoir tout de suite des outils sur ces questions-là. C'est aussi de donner ces outils aux acteurs de la santé mentale pour qu'eux aussi puissent être militants avec vous, hein. On réussit jamais aucune bataille tout seul. Mobilité, évidemment, c'est un des points, principaux. Je vais aller un peu vite, on le redit pas, mais c'est quand même le manque d'activité physique, 30 des cardiopathies, cancer du sein, cancer du côlon, enfin c'est quand même bouger et la meilleure chose qu'on puisse faire pour la santé, une des meilleures choses qu'on puisse faire pour la santé. 15 minutes d'activité physique par jour, ça réduit la mortalité prématurée de 14. Là aussi, hein, c'est quand même, en termes de bénéfices, sur un petit effort, énorme, mais bah, si j'habite, par exemple, dans une commune périurbaine où il y a pas de trottoir, où il y a pas de lumière et sur la route et où les voitures vont à 80 à l'heure, j'ai moyennement envie d'aller faire le tour de mon pâté de maison. Il y a cette question-là. L'environnement crée la culture. Ça a des bénéfices secondaires de l'activité physique, mais ça a aussi des bénéfices sur la pollution, sur l'occupation de l'espace public et on va me dire: «Oui, mais il y a les accidents». En fait, les risques en augmentant l'activité physique et les zones cyclables, les risques d'accidentologie sont en rouge, vous voyez, ils sont très, très bas. Ça n'a rien à voir. Les risques d'accidentologie, on ne va pas dire qu'ils ne sont pas là, mais ça n'a rien à voir par rapport aux bénéfices globaux sur la santé. D'autre part, on va toujours avoir plus de risques à être renversé par une voiture qu'à être renversé par un vélo ou un piéton. Donc les risques sont énormes, à ne pas agir. Le vrai risque, c'est pas d'augmenter les pistes cyclables, le vrai risque, c'est de ne pas les augmenter. Ça va aussi créer des bénéfices sur le lien social. Plus plus la densité du trafic est basse, plus les gens se connaissent. C'est pareil, j'ai pas le temps de rentrer dans tout, mais plus vous allez avoir de connaissances dans votre rue, s'il y a peu de densité automobile. Pourquoi c'est intéressant pour une collectivité? On l'a vu sur le covid,
On a besoin que les gens se connaissent, on a besoin de faire en sorte que sur les personnes âgées, on ait quelque chose qui soit dans le lien de quartier. On ne peut pas aller vérifier tout le monde à un moment où la population vieillit. On a tout intérêt à ce que ça soit facile de traverser la rue et d'aller aider quelqu'un. L'aménagement crée l'activité, l'aménagement crée la solution. Alexandrie voulait améliorer un peu sa solution, ils ont fait plus de routes. Bah, vous avez plus de routes, vous avez plus de voitures. Il y a pas de il y a pas de il y a pas de aucune étude qui montre le contraire. Plus vous mettez des routes, plus vous avez de voitures. Plus vous mettez de pistes cyclables, plus vous avez de vélos. Si vous êtes à 30 km/h dans une ville, bah, le taux de survie d'un piéton, c'est 9 sur 10. À 60 km/h, c'est 0 sur 10. Je sais, alors on me dit: «Il ne faut pas faire peur» et cetera. On a quand même les aménagements sauvent des vies. Il ne faut pas oublier ça. Les aménagements sauvent des vies. Et ça effectivement, hein, je lis, ce que In dit. Bonjour In de Marseille. C'est qu'effectivement, on n'a pas tous les mêmes leviers. Plus on va agir sur l'urbanisme, plus on va pouvoir agir pour tout le monde. C'est-à-dire, il s'agit de ne pas mettre le centre-ville à 30 et les quartiers à 60. Il s'agit effectivement que tout le monde puisse bénéficier, d'un aménagement à 30 km/h. On est bien d'accord. Il y a plein d'exemples, par exemple le métro minute. Comment on aide les gens à marcher? Eh ben, on a l'habitude, de faire des cartes de métro, pourquoi pas faire des cartes à pied? Et ça justement, ça va aider les gens des quartiers parce que toutes les études, toutes les marches, toutes les études qu'on fait quand on demande à des enfants dans les quartiers de dessiner leurs cartes, de montrer comment ils vont vers le centre-ville et cetera, et bah, plus on est, dans une situation, éloignée, un carrier politique de la ville, moins on ose marcher jusqu'au centre-ville. Plus, je vais être âgée, plus je vais avoir des problèmes aussi de troubles du neurodéveloppement, moins ça va être facile de m'orienter avec une carte. Les métro minutes qu'ils ont fait à Pontevedra, qui est une ville en Espagne qui a enlevé les voitures il y a très longtemps, et bah, ça va me permettre de me repérer avec des parcours. Non seulement ça va améliorer les inégalités, ça va aider les enfants à se déplacer, mais ça va également agir sur les populations vieillissantes, les populations Alzheimer. Il y a énormément de choses qui vont être gagnant-gagnant sur ces questions-là. La question de l'enfance. Alors, vous pourriez faire les cartes chez vous aussi, hein. En 1919, Georges pouvait aller pêcher à 8 ans à 10 km de chez lui. Le fils de Georges, pouvait, faire cette distance-là. La petite fille de Georges pouvait faire cette distance-là et en 2007, le grand-petit-fils de Georges, peut juste travailler dans sa rue. On a réduit l'espace des enfants. Alors oui, on a peur pour plein de raisons, mais on a réduit les espaces des enfants et ce n'est pas bon à plein d'endroits pour, les enfants, pour la société. On parle d'enfance, moi j'aime bien cet exemple-là, on va dire, végétaliser les cours de récréation. Alors végétaliser les cours de récréation, quand tout va bien, c'est l'image de gauche. L'hiver, ça donne ça et tout le monde va vous dire: «Ah ouais, mais tu es mignonne Charlotte, végétaliser les cours de récréation, les parents, ils sont pas contents». J'aime bien cet exemple de la ville de Besançon, ils ont équipé alors en périscolaire, ils ont équipé les enfants pour qu'ils puissent aller dans les cours de récréation végétalisés l'hiver. À chaque fois, ils font penser au reste et ça, c'est hyper bon pour la santé. On a plein d'études qui montrent que patauger dans la gadoue, c'est bon pour la santé. Si vous ne pensez pas à équiper les enfants et notamment tous les enfants, y compris les enfants des quartiers prioritaires, de, tenues pour y aller, et bah, vous allez vous mettre les parents à dos et vous aurez rien gagné du tout. On va à chaque fois chercher l'ensemble et toute cette complexité. C'est ce qui est compliqué et c'est en même temps ce qui fait qu'on a des solutions qui sont, réellement efficaces. Les infrastructures créent la culture. Même quand il neige, si je commence le matin par damer les pistes cyclables, bah, on peut avoir des enfants, qui vont à l'école en vélo, même s'il fait moins 30 degrés. Les infrastructures créent les cultures. C'est l'urbanisme qui va vous aider à faire des politiques de santé. C'est pas la santé qui va pouvoir faire tout ça toute seule. On n'est pas équipé tout seul. Les mobilités diagnostiques des enfants, enfin, moins d'émissions, moins de pollution, moins de bruit, une meilleure santé physique, une meilleure santé mentale, un meilleur moral, des meilleures performances scolaires, moins de coûts publics et moins besoin d'espace. Honnêtement, comment c'est possible qu'on n'ait pas tout fait dans ce sens-là?
Je rentre pas dans les exemples, mais je pourrais y revenir. L'idée, si vous les aviez. Il y a plein de façons d'aller bouger les choses. Là, je vous donne un exemple à Bogota, qui est une ville où on pourrait se dire justement sur la sécurité, sur la question des égalités, c'est compliqué. Ils ont mis un programme de réussite scolaire en place, c'est du pédibus, mais c'est du pédibus avec des animateurs et donc ils ont plein de jeux sur la route qui vont toucher sur le développement durable, sur les compétences de maths, etc. Et ben, ça a vachement changé l'activité physique. Il y a eu une réduction de l'obésité. Mais au-delà de ça, et là on commence à avoir les études qui le montrent, il y a une réappropriation de l'espace public par les gens, des espaces publics qui sont parfois des espaces publics qui étaient occupés par de la délinquance, etc. Le fait d'être en groupe, le fait que la ville décide d'aller réapproprier l'espace public par les enfants, ça change aussi la nature et ça change les sentiments de sécurité dans la ville. C'est gagnant-gagnant. Tout ce qui est sur la santé, ça va être gagnant-gagnant. Les personnes âgées, hein, on peut leur dire de sortir et de marcher. S'ils n'ont pas de banc, ça sert à rien. Donc, il va falloir aussi leur donner des endroits pour s'asseoir parce que sinon, ça ne marche pas. C'est vrai aussi sur les toilettes publiques. Je ne rentre pas dedans, mais si vous voulez faire marcher les personnes âgées, il y a pas mal d'exemples intéressants. Il faut à la fois des aménagements urbains, il faut ce type d'aménagement également, ou quelque chose qui se fait avec les commerçants, parce que c'est aussi l'ensemble des politiques publiques, c'est aussi les politiques de commerce qui vont jouer sur la santé. Je vous partage le lien. Alors Stéphanie pourrait en dire plus. Il y a des carnets qui ont été développés par le CNFPT, par l'équipe de Dunkerque, pour les balades sensibles en santé aménagement. Plus on va le faire, plus on va marcher avec les gens, plus on va faire des aménagements qui sont adaptés à votre population. C'est des outils à votre disposition. N'hésitez pas à recontacter le CNFPT pour ça, pour les avoir. Je vais vous parler d'économie. Ça, j'aime bien, c'est un tweet de la maire de Montréal, mais je ne sais pas si vous avez eu ce truc-là où on vous dit: «Ah oui, mais si vous enlevez les places de parking, les commerçants, on va plus gagner notre vie» et cetera. Et bah, pas du tout. Toutes les études prouvent que c'est le contraire. Plus on piétonise, plus ça marche pour les commerçants. Il faut avoir ça. Il faut que vous ayez toujours ces types de chiffres en tête parce que c'est l'argument qui va parfois bloquer le fait qu'on puisse mettre les gens à vélo. Merci Stéphanie qui a mis le carnet de ressources en ligne. Moi, j'aimerais bien, alors il n'y a pas eu trop de réponses sur vos premiers débats, mais j'aimerais bien savoir quel changement vous espérez voir grâce à l'UFS. Finalement, si vous êtes là, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Ah ben voilà, il y a une réponse de Aurélien quand même que j'avais pas vue, la lutte contre la sédentarité. Effectivement, la lutte contre la sédentarité et puis ça fait gagner énormément de choses. L'UFS, vous, qu'est-ce que vous voulez voir? Et si je vous demande ça, c'est que si on n'a pas une vision forte, on n'y arrive pas. Si on n'a pas un portage politique fort, on n'y arrive pas. On va faire du pansement sur des jambes de bois. L'UFS, c'est extraordinaire, on peut agir sur plein de choses, mais il va falloir à un moment porter vraiment une vision très forte. Et je vais vous donner 2 exemples pour finir avant d'avoir les questions de mise en œuvre. Un que je trouve intéressant parce que c'est un hôpital, mais en même temps, vous avez tout au même endroit. Ça a été porté très fortement par le directeur de l'hôpital. C'est à Singapour, on avait eu la chance de faire une visite d'études là-bas. C'est un hôpital dans un jardin et un jardin dans un hôpital qui veut préserver la biodiversité, favoriser la guérison et créer une bonne santé des patients, du personnel et des communautés autour. Moi, ça, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire, on a mis tout le monde au même endroit. C'est une petite ville, un hôpital, hein. Donc je trouve ça inspirant et ça permet de s'en rappeler régulièrement. Tout est vert, tout est beau, tout est créé pour créer cette espèce d'apaisement. C'est tellement vert que c'est un hôpital, c'est un endroit où on n'a quasiment pas besoin de climatisation, à Singapour où il fait quand même extrêmement chaud. Donc c'est un bénéfice, considérable. Tout est verdissant comme ça. Les toits, toutes les toitures sont des potagers ou alors des espaces de basket, ou c'est les communautés des personnes âgées dans les quartiers aux alentours qui vont venir cultiver. Une partie va à la cantine de l'hôpital et une partie, c'est leur rétribution, ils le vendent dans une espèce d'AMAP du coin qui va créer un lien entre l'hôpital et la communauté.
Ça va évidemment protéger aussi la biodiversité et évidemment protéger de la chaleur. Ils ont des jardins médicinaux, ils ont énormément de choses comme ça d'accueil de la nature pour reconnaître les plantes qui guérissent, qui menacent et qui tuent. Il y a plein de challenges tout le temps. Il faut aller compter les papillons, il faut aller chercher des choses et c'est quelque chose qui se renouvelle tout le temps. Et des parcours de sport tout autour de l'hôpital pour les patients, pour les proches des patients et pour les soignants. Tout est en escalier, donc vous voyez les petits trucs de nudge. Alors le nudge, si vous ne connaissez pas le mot, c'est le petit coup de coude comme ça, en fait. Le nudge, c'est quand votre supermarché change tout, les rayons, pour que vous aviez réussi à éviter le rayon chocolat et puis tout d'un coup, vous êtes forcé de repasser devant le rayon chocolat parce qu'ils ont tout changé. En santé publique, on peut faire du nudge aussi. Typiquement, d'avoir des escaliers sympathiques et non pas les escaliers qui sont dans la cage d'escalier en béton avec une minuterie qui s'éteint très vite et on n'a pas du tout envie de prendre l'escalier. Et c'est ces messages aussi qui montrent que monter les escaliers, c'est bon pour le cœur. Ça, c'est des vrais soignants, où il y a les photos des soignants, qui leur dit: «L'exercice, ça ne doit pas être, embêtant, commencez à utiliser les escaliers». Ça veut dire que vous pouvez aussi repérer ça. Et voilà, j'arrête sur Singapour, mais je trouve ça hyper intéressant. Ils ont plein de choses aussi sur la cafétéria ou le fait qu'on ne vous empêche pas de manger des frites, mais tout ce qui est sain est moins cher et vous est présenté avant les frites. Donc globalement, on va favoriser le fait que vous mangiez des légumes, du riz noir plutôt que du riz blanc, et cetera. Je voulais faire mon dernier petit bout sur la gouvernance parce que en théorie, la santé dans toutes les politiques et l'urbanisme favorable à la santé, c'est ça. On va mettre l'urbanisme et on va mettre tout le monde autour de la table. La réalité, si vous faites un mapping de votre organigramme, ça c'était ce qu'on avait fait à Rennes en fait, et on voit avec quel secteur elle travaille, avec quel secteur on ne travaille pas. Et il y a des secteurs qui ne voudront pas travailler avec vous. Quand on fait un travail d'urbanisme favorable à la santé, il faut choisir ses batailles, il faut choisir les alliés. Il y a plein de choses à faire. Allez pas vous battre contre les gens qui n'ont pas du tout envie de parler de vous. Trouvez vos alliés et essayez de mettre en place des choses. Et je vais vous raconter très rapidement la démarche la plus aboutie, moi, que j'ai pu accompagner, donc j'en parle directement. On a voulu faire une démarche d'urbanisme favorable à la santé dans un quartier de renouvellement urbain à Rennes, un quartier avec des indicateurs santé extrêmement défavorables, le cadre de vie le plus négatif et une population très désavantagée de Rennes. Et au départ, on voulait faire une EIS, une évaluation d'impact sur la santé. Et puis en regardant le projet de rénovation urbaine, en faisant un portrait santé du quartier, on s'est rendu compte que ce n'était pas la bonne solution. En fait, une EIS, c'était trop compliqué. On allait mobiliser énormément de ressources, ça allait nous coûter très cher et on n'aurait pas d'effet. Parfois, le EIS est une bonne solution, parfois ça ne l'est pas. Et là, on a vraiment regardé nos opportunités. Le parc social, on a énormément travaillé sur le fait justement, le bruit, la cohésion sociale, comment renouveler les tours et comment accompagner les personnes, notamment les personnes les plus fragiles. Parce qu'évidemment, vous savez, hein, dans ces quartiers-là, on va aussi aller mettre des personnes avec des souffrances psychiques. Quand on renouvelle un immeuble où il y a des personnes avec souffrances psychiques, ils peuvent décompenser. Donc, on a beaucoup travaillé ça. Et puis, on a travaillé énormément sur le groupe scolaire, autour de l'activité physique, de l'air, du bruit et de la cohésion sociale. On avait une démarche qui nous permettait de travailler là-dessus. On avait la chance d'avoir le HESP, mais pour rappel, l'École des hautes études en santé publique, elle n'accompagne pas que à Rennes, c'est des gens qui peuvent être mobilisés ailleurs. Il y a eu tout un mappage. Et ça, mais ce mapping de qui fait quoi dans un projet urbain, avec qui on peut travailler sur la santé, c'est la base. Pareil, je ne rentre pas dedans, mais tant qu'on n'a pas fait ça, on ne peut pas agir. Et souvent, on part bille en tête, on met un étudiant et on commence à faire une EIS, puis en fait, ça n'a pas été porté politiquement. Donc, ne vous lancez pas dans l'urbanisme favorable à la santé par le technique. Pensez le global d'abord. Ensuite, vous voyez les premières slides que j'ai mis au départ, aménagement des abords de l'école, on a regardé tous les éléments, les effets directs et la promotion de l'activité physique. Donc, on a regardé tout ça. Donc là, c'est vraiment le concret hein, des cadres que je vous ai mis tout à l'heure, les escaliers, les ascenseurs, les signalétiques, la qualité des parties communes, etc. pour montrer. On a fait des préconisations très détaillées
sur les îlots de chaleur urbains, sur la végétalisation, sur la qualité des peintures, etc. Ça, c'est des choses qui sont ouvertes, hein. Tout ça est très partagé parce que l'idée, c'est aussi que ça bénéficie à d'autres. Les teintes claires, les pare-soleil, enfin, toutes ces choses-là où quand on se plante pour de vrai. Là, l'avantage, c'est que tout était écrit, quoi. Il y a eu vraiment ce travail qui a été fait. Il y a eu vraiment des critères aussi pour montrer dans les espaces publics pourquoi c'est important, d'aller faire jouer les enfants, pourquoi c'est important de changer nos espaces verts pour les enfants. Et là, on va le rappeler, hein, les enfants, s'ils sont que sur du mou, et ben, en fait, c'est pas bon du tout. C'est comme, moi je suis, une femme de 50 ans, donc je suis sur cet moment de la ménopause où on sait qu'on a plein de problèmes dont on parle pas et notamment il faut de l'impact, sinon on a de l'ostéoporose et si on veut que les os se cassent pas, il faut de l'impact, il faut bouger et ben les enfants, on s'est rendu compte qu'on avait de plus en plus d'enfants qui se cassaient des bras et des jambes parce qu'ils ont pas assez d'impact, parce qu'ils ont des chaussures à plein de mousse, on a des endroits avec de la mousse. Alors effectivement, politiquement, on dit: «Il faut que les enfants tombent sur des trucs plus durs». Ça tient pas vraiment, mais c'est une réalité. La nourriture, plus les enfants ne mâchent pas des choses un peu dures, plus ils vont avoir des problèmes de dents. Et les plus pauvres mangent des choses beaucoup plus molles que les autres. Donc faites manger des pommes et courez sur du dur. Donc on arrête les sols tout mous et on commence à avoir autre chose. On a fait une étude de la qualité des aires de jeu par rapport à l'espace physique. Et vous voyez, toutes les aires de jeu qu'on a sur ce quartier-là à Rennes, on se dit: «Ah, c'est super, les enfants peuvent bouger». Et ben, en fait, la plupart d'entre elles, ils pouvaient pas bouger. Ils allaient sur un petit truc là, un petit truc qui bouge, une petite balançoire et en fait, ça favorisait pas l'activité physique, ça favorisait pas la cohésion. Donc quand on analyse vraiment en regardant par l'esprit de la santé, les copains de l'urbanisme, ils disent: «Bah si, regarde, on a fait plein d'aires de jeu» et en fait non, c'est pas des aires de jeu qui favorisent l'activité physique. Et donc il y a eu des vraies préconisations pour dire, en fait, on veut des grandes aires de jeux multi-âges, riches, où les enfants s'amusent, où ils ont envie de rester et on va plutôt favoriser l'apprentissage des mobilités actives et ça marche et c'est ça l'UFA, aussi pas être sur le principe, donc on va mettre des aires de jeu et 3 toboggans en métal. Non, on va vraiment partir du besoin et on va vraiment réfléchir stratégiquement ce qui va augmenter l'activité physique. L'école, bah, il y a eu tout un travail parce que l'école était près d'un axe structurant, donc de mettre notamment la cour de récréation en hauteur pour éviter les pollutions automobiles. Encore une fois, je ne rentre pas dans les détails, tout ça a été très déclaré, mais la finesse du truc. Pour nous, rentrer par l'école, en tant que santé, c'était hyper intéressant parce que c'était une nouvelle école et qu'elle allait être exposée à la pollution de l'air. Et quand on a mis l'alarme en disant les gamins vont respirer de la pollution, tout de suite, les gens ont compris qu'il fallait faire quelque chose. À partir de la pollution, on est rentré partout, sur l'eau, sur l'ombre, sur la qualité de l'espace, sur les tables en microplastique. Mais trouvez votre point d'entrée et là, pouah, vous déployez tout ce qu'on peut faire sur la santé. On a commencé par une école, puis après, on peut augmenter. Mais si on essaye de tout faire, c'est compliqué. On a travaillé avec Marseille, avec Inde, c'était vraiment tout le travail qui a été fait aussi par la ville de Marseille, c'était de dire par où on rentre, vu tous les enjeux de santé qu'il y a, par où on rentre. Ben, l'obésité des enfants dans les quartiers prioritaires, ça a été choisi comme priorité que tout le monde pouvait partager. Une priorité aussi où on a quelque chose de départ et quelque chose d'arrivée. Vous ne pouvez pas embarquer les municipalités et les villes sur des enjeux à 30 ans. Ah, si j'investis maintenant, dans 30 ans, les enfants iront bien, ça ne marche pas, il faut des résultats rapides. Une école, c'est un résultat rapide, elle est bâtie. Travailler sur, un facteur de santé qu'on peut mesurer comme l'obésité des enfants, c'est un résultat rapide. Il faut toujours garder en tête la santé publique à long terme, mais il nous faut, ce qu'on dit en anglais des quick wins, des victoires rapides. Ça, c'est quelques images. Et puis surtout, ce qui a été intéressant et je pense qu'on aura de plus en plus d'exemples, je vous donne celui-là de Frédéric Offray de Rennes Métropole que je trouve intéressant. On a tout restructuré en interne, ce que ça voulait dire en termes d'organigramme, en termes de documents de planification, en termes de vision politique, en termes d'études et de démarches opérationnelles, en termes d'animation territoriale, ce que ça voulait dire l'urbanisme favorable à la santé. Parce que tant que ça reste de la théorie, tant que ça ne se déroule pas dans l'ensemble de ces documents,
ça n'est pas de l'urbanisme favorable à la santé. Et tout le travail que vous allez avoir à faire avec votre bâton de pèlerin, c'est effectivement de rentrer à tous ces endroits-là peu à peu, parce que ça ne se fait pas d'un coup. Mais gardez en tête, et je pense que tous les exemples structurants qui marchent, c'est des endroits où il y a eu cette idée de diffuser, de créer, de former des référents santé, d'aller prendre le café, de créer une culture commune pour que la santé, en fin de compte, ça soit pas vu comme un secteur en plus, ça soit vu comme une ressource pour les autres. Et le jour où vous avez gagné, c'est quand tous les autres secteurs se disent: «Ah tiens, j'ai une question, je vais pouvoir appeler les copains du service santé». C'est quand vos collègues élus peuvent se dire: «Ah tiens, je vais monter ce projet-là, tiens, eh ben, je veux bien l'avis de l'élu à la santé parce que je sais que ça va m'aider à faire des meilleures politiques». C'est pas le plus valorisant, c'est pas ça qui vous donne forcément l'article dans la presse quotidienne régionale. En revanche, c'est ça qui marche. C'est cette espèce d'humilité où la santé est au service de tous les autres secteurs et notamment de l'urbanisme. Pour aller plus loin, 8-9 octobre, les rencontres territoriales santé-environnement organisées par le CNFPT, le booster de l'urbanisme favorable à la santé de l'ADEME, avec pas mal de choses qui se passent autour de ça, que vous pouvez retrouver en ligne. Beaucoup de ressources, je vous les ai remises là, vous pourrez les retrouver dans les slides et j'ai fini et il reste 25 minutes pour les questions. Désolée pour les 5 minutes en trop. J'espère que ça vous a parlé. Merci, Charlotte. Comme d'habitude, tu fais part d'une grande expérience, hein, et une expérience de terrain. Donc, c'est intéressant. Alors, moi, j'aurais plein de questions à te poser, mais je vais laisser quand même la parole à notre auditoire. Euh, je sais pas, est-ce qu'il y a des mains levées? Alors, moi, puisque, en attendant que les mains se lèvent, aujourd'hui, en tout cas, dans les villes du Sud, hein, on est confronté au problème du réchauffement climatique, hein, et à ces canicules encore que cet été, ça n'a pas été le cas. Mais je me demande si cette grande tendance qui va arriver, hein, du réchauffement climatique, n'amène pas à une évolution des concepts d'urbanisme favorable à la santé. J'aimerais bien t'entendre là-dessus. Excuse-moi, j'ai le téléphone qui était en train de sonner. Tu peux redire ta question? J'ai eu un Est-ce que le réchauffement climatique, hein, qui est quand même une tendance lourde, va amener une réflexion sur l'urbanisme oui. favorable à la santé? Oui, bien sûr, mais le vrai, et elle le mène déjà, elle est déjà là, c'est quelque chose qui se met en place. Mais le vrai problème, c'est les silos. Le vrai problème, c'est que on va avoir des politiques climat qui parfois prennent pas en compte la santé. On va planter plein d'arbres et on va planter 900 bouleaux. Et tout mon enjeu là, c'est de dire effectivement, on commence à se dire oui, le climat, etc. Mais moi, j'ai vu sur des projets européens où on te mettait un gros projet européen sur le climat en disant: «Faut augmenter toutes les capacités électriques des villes pour que tout le monde ait une voiture électrique». Ah ben non, en fait, non. Tu vois? Le problème, c'est comment la santé n'oublie pas d'être invitée à la table du dérèglement climatique et on a fait pas mal d'études là-dessus pour montrer que parfois, au contraire, on avait des effets, on pense agir pour la planète et la santé en même temps et en fait, on se plante. Et encore une fois, l'intégration et le côté d'être à l'intérieur de ça, donc oui, c'est une opportunité. Je pense qu'il faut absolument être là, à chaque fois qu'on parle de climat pour dire que c'est des co-bénéfices sur la santé et on a des grilles, très, très claires sur ces co-bénéfices. En revanche, il ne faut pas se planter. Très bien, merci. Y a-t-il d'autres Alors il y questions? a Yves, Aurélien et Inde, je vois moi dans l'ordre. Ah on commence par qui? Par Yves? Vas-y, Yves. Oui, moi j'ai une question pour Charlotte. Tu nous as présenté quelque chose de passionnant et il y a plein de choses à faire et on sent qu'il il faut avancer. On peut pas tout faire comme tu l'as dit, mais il y a plein de choses.
Est-ce que maintenant que tu as un poste d'observateur européen au sens large, est-ce qu'il y a des outils qui te permettent de se dire, il y a des endroits où il y a des choses qui sont plus faciles à faire ou qui se font plus qu'ailleurs, et comment on peut aller s'inspirer de ces expériences au lieu de se dire tout le temps, bah, c'est les autres et c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut aller voir ce qui se passe ailleurs? Alors, il y en a plein, c'est aussi tout le but de ce qu'on montre sur la conférence de 2026 en ce qui concerne vraiment la santé urbaine. Après, tout le problème, c'est comment on va voir ailleurs sur quelque chose qui est comparable. C'est-à-dire, je ne sais pas, sur l'éducation, nos ministres de l'éducation en France depuis 30 ans sur toutes les majorités vont voir la Finlande. Est-ce que pour autant, on a changé notre éducation pour aller un peu plus dans le sens de la Finlande? Non. Donc, ça suffit pas. C'est nécessaire, mais pas suffisant. En revanche, allez voir ailleurs. Par exemple, Barcelone a fait des choses extraordinaires. L'exemple de Barcelone sur l'urbanisme favorable à la santé est extraordinaire, mais ça marche sur une ville qui est très quadrillée comme Barcelone. Si votre ville ne ressemble en rien à Barcelone, n'allez pas visiter Barcelone, allez visiter Pontevedra. Donc, faire une visite, c'est génial, mais il faut trouver un exemple qui correspond un petit peu, le chaud, le froid, etc. Donc ça se travaille, hein, c'est intéressant. Et puis surtout, la visite, c'est un moment pour marcher ensemble. Et moi, je crois, et c'est un peu comme on a vu sur l'évaluation des contrats locaux de santé, l'énorme bénéfice des visites de terrain, c'est de s'inspirer, c'est de rêver, mais c'est aussi de marcher ensemble et de dire que dans le même minibus, on a les gens de la santé, de l'urbanisme, du logement et des habitants, et on construit ensemble. Et on a toujours travaillé là-dessus quand on essaie de monter ces visites. Il faut que ça soit des moments euh, qui engage le corps. Parce que on peut dire: «Ah oui, moi, mais nous, on a fait une ville cyclable, regardez, on a peint des lignes et alors ils s'en servent même pas». Tant que vous n'avez pas vu une ville du Nord, vraiment, moi j'habite à mi-temps aux Pays-Bas et à chaque fois que j'y suis, j'ai toujours un moment d'étonnement à quel point c'est vraiment cyclable et je pense qu'il faut du vécu et je pense que les élus, les techniciens et cetera, il faut les emmener dans des endroits qui ressemblent, mais surtout, il faut les emmener ensemble. Et ça fait la différence. Le fait de marcher ensemble, le fait de vivre une expérience ensemble et de se rendre compte qu'on peut faire autre chose. Derrière, et là où on travaille beaucoup au niveau maintenant européen, et on va faire un podcast là-dessus notamment, c'est de dire quelles sont les conditions qui ont permis que ça réussisse. Parce qu'il ne suffit pas de coller une étude pour que ça marche. Il faut regarder les conditions. Et parfois, les conditions, c'est qu'il y a eu une opportunité politique, financière, c'est qu'il y a deux élus qui s'entendaient très bien. Et parfois, l'opportunité qui était, par exemple, quelque part sur le logement, vous ne l'aurez pas parce que l'élu logement, il ne peut pas. En revanche, elle sera sur le sport. Donc, plus on comprend les conditions qui font qu'on arrive à avancer, plus ça le fait. Dernier point, si on regarde la Finlande qui a mis l'enfant au cœur de ses politiques publiques depuis très longtemps, c'est tellement ancré dans la société que même avec l'extrême droite qui a pris le pouvoir là, ils ne peuvent pas revenir là-dessus. Parce que c'est profondément ancré, c'est profondément structurant en termes de priorités partagées. Plus vous arrivez à faire partager votre priorité par plein de gens, plus ça sera difficile de revenir en arrière. Et ça, je pense qu'on l'apprend beaucoup quand on va voir les gens et quand on va parler avec les exemples intéressants. Donc, quand vous allez visiter Barcelone, regardez pas seulement ce que ça donne, demandez-leur comment ils l'ont fait. Très bien. Merci. Il y a Aurélien, Aurélien. Aurélien, Oui, bonjour. Merci beaucoup de votre intervention. Je vais être rapide et je suis désolé, je vais être un peu ras des pâquerettes, mais j'accompagne beaucoup de collectivités territoriales dans leur politique de transition écologique dans laquelle j'essaye d'intégrer justement de la santé environnementale. Et il y a un enjeu particulier qui est celui de l'école, avec de la rénovation de locaux, avec le travail autour des cours, etc. Le problème sur lequel on bute systématiquement, même dans des collectivités un peu grosses, c'est l'investissement. Et j'ai beau chercher, il y a quand même une manne, je me dis, financière à mobiliser du côté de l'aspect santé. Mais jusqu'à présent, j'ai peut-être mal cherché, j'arrive pas à la trouver. Et donc, on n'arrive pas à boucler des projets de financement de rénovation globale d'écoles. Voilà, si vous avez des pistes, je suis très preneur. Merci.
Ouais, bah oui, non, mais c'est toujours, il y a l'amour et l'épreuve d'amour. Moi, mon grand projet, pas secret, mais mon grand projet, c'est de mettre en place un 1 santé. C'est-à-dire que tous les secteurs doivent mettre 1 de leur budget pour de la santé et donc si vous faites un projet d'école, 1 du budget, pour faire l'école, il doit être dédié à la santé. Donc plus on sera dans ces types de logiques systématiques et puis alors 1 pour la santé, autant vous dire que ça tous les budgets santé explosent, hein, parce on a quand même en général moins de 0,01 des budgets globaux. Donc le côté systématique, je pense que le fait d'être en réseau d'élus et d'aller, chercher, à travailler ensemble est une force. Je pense qu'il y a des projets européens qui pourraient y répondre, mais que les projets européens sont tellement complexes qu'on n'arrive pas à les mobiliser. Mon vrai espoir là, c'est cette mobilisation qu'il y a entre, l'ADEME, le CNFPT, l'INET et que là, on a des choses qui se passent où ce sujet devient un peu plus prenant. Vous avez des élus ici, pour moi, la clé, elle est dans la mobilisation politique, là. Alors, il y a les institutions et cetera, mais on peut, on peut en revoir, mais allez voir l'ADEME et surtout, faites, que Élus Santé publique et territoires et le réseau Ville Santé, fassent signer leur maire une grande tribune, dans Le Monde pour qu'on mette la santé dans la rénovation des écoles. À mon avis, c'est quelque chose qui devrait passer, et qui devrait bouger un peu les choses. En plus, personne ne peut être contre, enfin, globalement. Quel élu se permettrait de dire, quel ministre dira: ah non, moi la santé des jeunes, j'ai pas envie, quoi». Donc c'est gagnant-gagnant. Inde? Très Oui, ben écoute, merci pour ce rappel et puis pour pour les éléments nouveaux, parce qu'il y a plein de choses que moi je veux récupérer. Donc évidemment, hein, la question c'est est-ce que tu vas nous permettre d'accéder à ces diapos, puisqu'il y a des choses qui, nous, on va réutiliser là très, très réactivement. Moi, ma question, elle portait un peu sur le commentaire en fait que j'ai fait. C'est est-ce qu'on a des études, est-ce qu'on a des éléments? En fait, mon commentaire, il y avait dans mon commentaire, il y a notamment sur la question de l'environnement urbain. On sait que, par exemple, sur certaines populations qui sont très précarisées, il suffit pas, bon, en même temps, tu l'as dit, hein, mais il suffit pas d'amener un parc ou l'activité physique ou un élément, dans l'environnement, par exemple, ou dans l'urbanisme. On sait que c'est pas assez, il y a un seuil, en dessous duquel, en fait, les gens sont tellement dans des problématiques, alors c'est des études anglo-saxonnes, mais quand même, que en fait, on voit pas d'effet et que donc du coup, par contre, on le voit pour des populations qui, voilà, on va modifier, je sais pas, un accès à l'espace public, dans un quartier un petit peu plus, moyen ou haut. Bon, bah, là, on va avoir des différences de pratique. Est-ce qu'on a des éléments, alors aujourd'hui, on est, hein, sur, les politiques à 360 et ciblées avec plusieurs actions sur un territoire. Mais est-ce qu'on a des éléments, des articles, des études sur ça? Ou même, des éléments de dire, en fait, dès qu'on va s'attaquer à des par exemple, on va être sur des quartiers politiques de la ville ou autres, en fait, ça suffit pas de rénover une place. En plus, on le voit à Marseille, nous, hein. Mais, on rénove une place, on travaille avec, les habitants. À côté de ça, enfin, je veux dire, dans l'exemple que tu donnais à Rennes, il y a eu 3 opportunités. Voilà, est-ce qu'on a des éléments là-dessus? Oui, alors ça ne suffit pas, il faut commencer par l'essentiel. Là, moi, j'ai eu l'occasion de travailler plus au niveau européen avec les groupes sur les personnes SDF, hein, ou les personnes en grande marginalité. La Finlande, désolée, c'est encore la Finlande, mais ils sont très bons. Ils ont fait une politique de un logement d'abord et ils ont décidé qu'il y aurait plus de SDF et donc notamment tous les foyers qui ont plein de problèmes de santé, de socialité, de précarité et cetera, ils les ont transformés en petits logements et ben ça marche, en fait. On commence par loger les gens, on commence à les sortir de la misère et après c'est là où on commence à avoir des effets, on peut loger les autres bouts. Effectivement, hein, des personnes qui savent pas, comment finir la fin du mois, qui sont face à de la violence, leur dire: «Eh, faut que tu prennes le vélo, c'est bon pour ta santé», ça n'a pas de sens. Des gens qui n'arrivent pas on a eu des études, en Californie très intéressantes sur l'alimentation, des gens qui disaient: «Oui, oui, les populations les plus précaires, elles savent très bien qu'il faut pas manger McDo».
mais ils vont pas à la mer, ils vont pas dans les parcs, ils vont pas faire d'autres choses. Et en fait, le seul endroit où tu as un peu un moment de plaisir avec la famille, l'espèce de récompense que tu as, c'est d'aller à McDo parce que tu as le Happy Meal et puis tu as le toboggan à boules. Donc, quelque part, c'est comment on crée des espaces sociaux qui vont donner du plaisir. Et la notion du plaisir, on l'oublie souvent dans la santé. Il faut que ça soit, il faut qu'on aille chercher les gens là où ça leur, c'est pas une charge en plus et ça les décharge. Et ça, on commence à avoir des études. Alors, j'y pense sur, par exemple, alors je sais pas si c'est pas scientifique celle-là, mais moi je l'avais vécu, à Paris, il y a le Café Zoïde et c'est un café en quartier politique de la ville qui a réussi à mettre en place, une alimentation de qualité en s'appuyant sur les gens du quartier, à faire une offre culturelle très bobo, si je peux me permettre, qui permettait d'amener des gens, de partout ailleurs, dans un quartier à Crimée qui était très défavorisé et là-dessus, ils embarquaient les enfants du quartier. Donc, ils allaient remettre de la mixité autour des enfants. Moi, je suis sûre que le truc gagnant-gagnant, c'est partir des écoles, c'est partir des enfants, parce qu'à partir de là, on peut faire tout. Et s'il y a un projet qu'on va pousser à fond à YouFA, c'est les écoles pour la santé. Et surtout, dans cette mixité-là, tout le monde s'est tiré vers le haut. Et le risque, toujours quand on travaille sur les quartiers prioritaires, c'est de faire des politiques pour les pauvres, c'est-à-dire d'avoir les politiques pour les riches et les politiques pour les pauvres. On revient à cette idée de la première image, égalité, équité et environnement. Comment je fais un environnement où tout le monde va retrouver du plaisir à être ensemble, où tout le monde va avoir intérêt à changer de comportement ensemble? Encore une fois, hein, si mon appartement il est couvert de moisissures et que je ne sais pas comment manger, on commence par là, on commence par là. Après, c'est, ça fait partie des sujets qu'on veut travailler pour la conférence de Helsinki. Tout est en anglais, mais je pense que ça serait hyper intéressant de pouvoir, s'appuyer sur, Marseille, y compris d'aller faire des recherches interventionnelles et d'aller mettre des chercheurs sur ce que vous faites. On en avait déjà parlé, hein, mais comment on a une analyse un peu plus rapide, un peu plus agile? C'est-à-dire on fait pas la recherche a posteriori, mais on fait la recherche en même temps pour que ces chercheurs fassent le lien avec l'évidence et que vous soyez directement en lien puisque évidemment en tant que ville, vous pouvez pas être en permanence en train de lire toutes les revues scientifiques. Je sais pas si ça répond, ça c'était pour donner quelques pistes. Écoute, moi, ce que j'entends, c'est il y a le côté, on peut multiplier de multiples, enfin, en effet, de multiples actions sur des territoires. Et de fait, là, de toute façon, on est raccord sur le fait en concertation avec les populations, surtout quand on a des problématiques soit sur une population, enfin, et des problématiques vécues par par des populations ou sur un quartier, en fait, avant d'aller aborder peut-être toutes ces petites choses, de mettre des arbres, de ci, de ça, machin, on s'attaque au gros du problème. Là, pour le coup, un toit d'abord. Peut-être pour d'autres, pendant le Covid, c'était, en tout cas chez nous à Marseille, c'était sur l'alimentation, tout simplement manger, d'avoir au moins un repas par jour. Et que là, on peut aller dégrossir un peu le sujet sur toutes ces questions-là, quoi. Voilà, enfin, moi, je l'interprète comme ça. Et Puisque du coup, j'avais eu l'occasion de le partager, mais je vais remettre dans le chat, pour moi, un des meilleurs exemples là-dessus, c'est qu'on peut aussi travailler sur la question, de l'essentiel alimentaire, et de la subsistance, tout en travaillant sur les questions de santé. C'est les ambassadrices santé de Amiens, les Women Mm. Food Truck, je vous mets le lien, vous le regardez, où ils travaillent par et pour des personnes en secours alimentaire pour accompagner le fait de manger plus des fruits et légumes, mais pas du tout en termes de diététicienne. Ah bah alors, tu manges pas ton chou-fleur, dans un vrai accompagnement. Et pour moi, ça, c'est exemplaire. Je remets le lien et c'est exemplaire dans le sens de par et pour les populations et où on peut agir même au niveau de la grande précarité, on peut quand même agir en santé du moment qu'on ne prend pas les gens de haut et qu'on les prend là où ils sont. Il y avait Alexandra et Véronique. Véronique, tu veux parler en premier? Véronique?
Non, Non, je t'en prie, on pourra parler toutes les deux, ça va ok, aller. ok. Non, je voulais juste, je m'excusais d'abord parce que Charlotte, je suis arrivée un peu en retard après ta présentation, mais je voulais vraiment participer à ce webinaire parce que je vais avoir la lourde responsabilité d'aller à Angers justement au nom de SPT pour participer à une table ronde justement sur le sujet de l'urbanisme favorable à la santé qui n'est pas du tout mon domaine d'expertise. Donc j'ai bien précisé ça à Stéphanie qui est aussi connectée, mais je voulais prendre des billes et des idées. Et en t'écoutant, effectivement, je crois qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y a un sujet qui me paraît peut-être mériter voilà, une interpellation de ta part, à toi en tout cas, c'est le sujet de comment faire accéder à ces connaissances que tu as, qui sont accumulées depuis plusieurs années, l'expérience que tu as eue en tant qu'élu aussi à Rennes, sur ce qui marche et ce qui ne marche pas en matière d'urbanisme favorable à la santé. Moi, j'ai en tête un projet qu'on tient à Neuilly et que je présenterai à Angers, qui est l'aménagement d'une grosse artère qui coupe la ville en deux, la RN13, bref, et qui a conduit effectivement à prendre des décisions assez impopulaires, hein, notamment vis-à-vis des commerçants et vis-à-vis des citoyens, en matière de stationnement de surface, puisqu'on a réduit considérablement le nombre de places de stationnement en surface. Et surtout, on a rendu la circulation dans les contre-allées de cette avenue Charles de Gaulle impossible comme voie de dérivation avec des circulations en marguerite qui sont donc dédiées aux gens du quartier, puisque c'est les gens qui peuvent venir faire sur une petite portion de l'avenue, faire un tour, mais ils sont obligés de repartir ensuite sur les voies latérales. Donc, si tu veux, ça a vraiment causé des gros problèmes en termes de changement de comportement, en termes de réaction des commerçants qui, comme tu l'as dit très justement, à tort, pensent que le fait de ne plus avoir d'accès par les voitures garées devant chez eux vont pénaliser le commerce. Et cette rumeur, elle est vraiment solide, elle se diffuse, elle est ancrée dans les mentalités. Et moi, il n'y a pas une réunion de quartier, il n'y a pas une réunion où je vais dans ma ville où je ne me fais pas attaquer sur les allées de Neuilly, comme quoi c'est pénible parce qu'on ne peut plus se garer, on ne peut plus stationner, que c'est la catastrophe pour les commerçants. Donc ma question, c'est la suivante, c'est comment arriver à faire passer des contre-vérités, enfin à faire disparaître ces contre-vérités et à apporter de la connaissance, exactement comme on l'a fait en santé publique en général, avec de l'evidence-based urbanisme, si je puis dire, qui diffuserait aux élus pour que voilà, des fausses informations ne circulent plus et qu'enfin on reconnaisse qu'au contraire, le fait de mettre des piétons sur une avenue, ça va favoriser le commerce et tout ce que tu as dit. Donc c'est un exemple, mais il est très probant. Il y en a sans doute plein d'autres, hein, notamment pour l'aménagement des écoles, ces aires de jeu qui sont... Voilà. Donc comment on arrive à diffuser cette connaissance et finalement à faire en sorte que les investissements, puisqu'il y a eu la question sur l'argent, l'argent soit bien utilisé, puisque je comprends qu'on n'ait pas beaucoup d'argent, mais autant, si on fait des projets et qu'on a un peu d'argent, autant les faire avec des bons choix. Oui, alors si j'avais la réponse en 5 minutes, ça ferait de moi quelqu'un de très très fort. Excuse-moi, Non, c'est un peu dur à 5 minutes avant la fin. non, non, pas du tout. Non, mais en général, comment on transmet l'évidence? Moi, là, je suis en pleine embauche au niveau du UFAM. Mon premier embauche, c'est un chargé de com. C'est de dire, moi, j'ai besoin qu'on soit bien meilleur en communication. Et ça pourrait être une fonction entre le réseau Ville Santé, on en a beaucoup parlé, et des choses en lien avec ESPT. Il faut à un moment donné qu'on communique mieux. Pourquoi les slides sur l'économie? Je vous mets le tweet de Valérie Plante parce que je pense que le tweet d'un autre élu, aujourd'hui, dans l'état actuel du monde dans lequel on vit, il est plus efficace que 50 études scientifiques. Voilà. C'est triste, mais c'est comme ça. Je renvoie au travail que Yves Charpak fait autour de tout le lab de comment on influence la décision politique. Moi, je veux faire des cartes, je travaille avec des designers, je veux qu'on ait des choses. Par exemple, un autre de mes grands plans, j'ai des grands plans comme ça, c'est de travailler avec toutes les associations de santé publique de Bruxelles, hein, parce qu'on travaille beaucoup dans la bulle de Bruxelles, et d'avoir des cartes sur la question de l'investissement et qu'on s'oblige tous à dire, à chaque réunion où on est, chaque conférence, chaque séance au Parlement, la santé n'est pas un coût, c'est un investissement. Et on répète, on répète, on répète. Plus tu auras un message, une image, une donnée, plus tu seras efficace. Parfois, on se perd, et c'est le vrai sur les questions climatiques, parce qu'on essaie de donner beaucoup trop de messages. Plus tu es sur un message, sur une priorité, plus ça marche.
L'autre exemple, moi je trouve que, écoutez, je pense qu'il y a des vidéos, sinon faut les faire venir. Les urbanistes de Copenhague notamment qui racontent, non, de Amsterdam, une urbaniste d'Amsterdam en plus, alors c'est quelqu'un est très charismatique. Elle raconte comment ils ont fait tout ça, parce que Amsterdam n'a pas toujours été Amsterdam, hein, enfin ça, il y avait des bagnoles avant. Et elle raconte comment ils ont tout fait ça en termes d'exemples de on va tester. Alors non, mais vous en faites pas les commerçants, on va tester là pendant 3 mois, mais on reviendra en arrière si ça se passe pas bien, et cetera. Mais ils testent très bien, c'est-à-dire ils ont commencé les voies vélo, tout ça était des aménagements temporaires comme on a vu un peu avec les coronapistes. Et quand, au bout de 3 mois, les commerçants se sont rendus compte que c'était beaucoup mieux, c'est eux qui voulaient pas revenir en arrière. Donc plus on va aussi leur laisser ce point-là. Et le dernier point, et ça on l'a vu beaucoup en agriculture biologique, le pair à pair. C'est-à-dire d'avoir des commerçants d'un autre quartier, par exemple, qui est, piéton, qui eux vont dire aux commerçants: «Non mais en fait les gars, c'est beaucoup mieux, ça marche». L'agriculture biologique, si moi, bon, une collègue de Nantes à l'époque qui travaillait beaucoup là-dessus, elle allait aux agriculteurs de transitionner, ça marchait pas. En revanche, d'autres agriculteurs qui parlent aux agriculteurs, ça marche. Et ça, c'est aussi le boulot, je pense qu'on a à faire, c'est de ne pas venir en se plombant en disant: «C'est bien», d'aller chercher, ces exemples-là et puis évidemment les visites de terrain, ça c'est toujours bien, mais après ça demande des moyens si tu veux emmener, l'ensemble de tes commerçants de Neuilly à Barcelone. Ah oui, et je vous mets la FNO fait un Super, gros merci beaucoup, travail Charles. sur le développement urbain. Je trouve leur carte très bien faite, c'est les projets inspirants des acteurs français. Je trouve ce travail bien fait, je trouve que plus on aurait des outils comme ça, là qui pourraient être centrés sur les enjeux d'urbanisme favorable à la santé, plus c'est pratique parce que c'est des petites fiches avec des exemples à chaque fois et je trouve que cette carte du monde et la façon des acteurs, dont elle est faite est très bien. On arrive à la fin, Charlotte. Si je peux, Hmm. Gilbert, est-ce que, bon, ceux qui resteraient, ceux Allez, qui dernière vont question. partir. Si tu as encore 5 minutes, Charlotte, parce que je sais combien tu es chargée. Euh, Encore une fois, bon, je pense que nos remerciements sont vraiment très, très appuyés, très sincères et on partagera si puisque tu l'as exprimé, donc tes slides, si on peut aussi, Étienne, récupérer tous les ressources documentaires, enfin les références que Charlotte a indiquées aussi, ça serait très bien. Charlotte, bon, ça va être difficile d'être court parce que j'ai plusieurs choses à remonter. Ce que je voulais dire, c'est que, comme tu l'as illustré, on ne convainc pas tout le monde avec les mêmes arguments. Et chacun, et c'est pas propre à la santé environnement ou à l'urbanisme favorable à la santé, chacun a besoin. Gilbert aura peut-être pas la même, sera pas attiré par les mêmes arguments que moi, que tous ceux autour de la table, enfin en tous les cas en tant qu'élu. Donc il faut savoir en tous les cas s'adapter, etc. Toi qui as fait beaucoup de formations, tu as quand même une carrière parmi tout ce que tu as fait. Tu as quand même été assez exemplaire dans tes outils pédagogiques en termes de formation à l'urbanisme favorable à la santé ou santé-environnement pour être encore plus large. Qu'est-ce que tu as ressenti comme étant assez déterminant pour intéresser? Tu sais, quand on parle de formation des élus, on est déjà avec une porte devant nous, parce que c'est pas former les élus, c'est pas ce qui est le plus naturel. Les élus, ils ont pas forcément, ils ont souvent pas du tout envie de se former, donc le partage des expériences, les bons outils, les rencontres, les webinaires, tout ça, souvent, c'est plutôt de la sensibilisation, de la culturation. Mais on a aussi un problème, tu vois, tu dis, quand on parle de la santé des jeunes, on ne peut pas ne pas être d'accord. Eh ben, ce n'est pas tout à fait vrai, si tu me permets, parce qu'on a aussi des maires ou des élus qui, la santé, ce n'est pas ma compétence. Ce n'est pas les compétences des villes, et je n'ai pas l'argent pour. Donc, au sein du comité d'animation des territoires, je représente donc SPT en tant que coprésidente, on va travailler sur un document question-réponse pour essayer, si tu veux, de tordre le cou ou d'apporter en tous les cas des arguments. Parce que si ton maire n'est pas convaincu, tu peux faire tout ce que tu veux, c'est pas, on le répète et on le répète, mais il faut absolument qu'il soit convaincu. Alors, il faut aussi un temps, hein, il y a le facteur temps qui est
indispensable pour convaincre. Et ton idée de 1% de la santé dans les budgets, ça c'est aussi très, très intéressant. Mais on se rend compte quand même que pour les petites villes, c'est vraiment compliqué. Et donc, il faut aussi leur donner des éléments pour être bien accompagnés, etc. Et on aimerait, tu vois, par exemple, dans le cas des subventions, notamment dans la transition écologique, parce que tout le monde y va. Et on peut en effet mettre 280 boulots. Ça, c'est vrai. Tu as raison. Et nous, c'est vraiment un combat qu'on a au niveau du comité d'animation des territoires. C'est lié définitivement à la santé et l'environnement, à la transition écologique. Et on aimerait que tous les appels à projets, les appels à manifestation d'intérêt et tout, que au moins on ait un peu de conditionnalité sur la transition écologique à respecter en tous les cas les priorités régionales en matière de santé et environnement. Donc je ne sais pas sur tous les éléments là que j'évoque en toi, ce que tu remettrais le plus en haut de la pile. Euh, Alors, moi, la formation, et ça, enfin, ce que j'ai pu faire et tous tes livres, je l'ai fait il n'y a pas longtemps à Poitiers, ce que j'ai pu faire avec Hippocrate Développement, ce que j'ai pu faire avec le réseau. Pour moi, en réunion de majorité ou dans une réunion convoquée par le maire, on a un format qui est 20 minutes pour montrer que tout le monde est concerné par la santé, plus un petit atelier pour essayer de trouver des priorités et un an derrière, un an ou 6 mois derrière, de trouver une priorité, d'agir tous ensemble, ça marche. Ça sensibilise les gens. La question, c'est la régularité. Et là encore, il y a une de Marseille qui était là. La première atelier santé dans toutes les politiques, les gens se sont dit: ah oui, tiens, c'est intéressant, c'est vrai, on fait de la santé sans le savoir. Le deuxième atelier, on les a réunis, c'était sur un sujet précis, l'obésité infantile, où on s'est outillé avec des cartes, avec des outils très concrets, où on n'a pas donné l'évidence sous forme de thèse, on les a donnés sur des flashcards. Tout le monde était hyper content. On est parti de cartographie du quartier et on a fait avec les moyens du bord, mais sur cet objectif-là partagé, tout le monde était prêt à mettre sa part de budget. Et on peut faire des budgets liés dans une municipalité. Mais pour ça, il te faut une démarche. Et surtout, si tu arrêtes, et c'est pour ça que j'étais ravie de voir que ça continue, si tu arrêtes, c'est fini. Donc il y a aussi toute cette question de gouvernance et d'animation. Pour moi, si on continuait à faire et si on donnait des moyens de faire cette formation, la santé dans toutes les politiques aux élus, d'aller faire ça dans le plus de villes possible, juste ce moment de sensibilisation. Avec derrière un atelier, on trouve nos priorités communes, que ce soit la santé des enfants parce que malgré tout, on se sent concerné, que ce soit... Déjà, ça sensibiliserait les gens. Ensuite, tous ces gens que tu as formés, tu pourrais t'en servir pour faire ce plaidoyer que les villes font depuis longtemps, mais qui n'avance pas beaucoup. Mais il y a peut-être un moment maintenant sur la question des compétences, puisqu'effectivement, il y a une question de compétences, mais on a la même en Europe, hein, puisque là, aujourd'hui, ils revoient les budgets santé, et est-ce que pour faire de la santé en Europe, il faut revoir les traités européens? C'est une des questions qu'on se pose. Alors, ce n'est pas la question la plus simple. Donc, on essaye de voir comment on balance le fait de changer les compétences des villes au niveau national et le fait d'agir entre-temps. Et puis, et je redis, il faut que ça soit fun. Pourquoi j'aime bien la dernière carte que je vous ai mise? C'est qu'elle est bien faite et que parfois on communique pas très bien. Et que plus on va se s'outiller, et là j'invite vraiment à vous remettre en lien avec l'ADEME et tout le travail qui a été fait avec des designers, plus on s'outille de choses où on va tous utiliser les mêmes outils, qui vont être un peu sympas, où on va avoir une plateforme où on parle, et surtout un réseau où, c'est-à-dire si toi tu as une question et tu sais directement appeler quelqu'un qui a eu la réponse et qui a fait les solutions, ça c'est ce qui va changer les choses. Mais le problème, c'est aussi de vous dire qu'il y a des gens qui disent: nous, on fait que ça, on fait que ça, on fait que ça, on forme là-dessus. Parce que la santé, on se disperse dans plein de sujets. Quand je vous dis que je veux que tous les gens disent à chaque réunion, la santé, c'est pas un coût, c'est un investissement, on va pas en faire tous les messages. On va pas aller sur les maladies rares et sur machin et sur la... Tous ces sujets-là, c'est des sujets de recherche. Mais les sujets politiques, il faut qu'on se centre. One Health, Planetary Health, machin. Si on dit que c'est l'UFS, si ESPT et avec le réseau Ville Santé, vous vous dites ensemble, à l'UFS pour nous, c'est l'enjeu, on va former tous les élus, on va le faire ensemble et on va avoir un message avec l'ADEME, avec le CNFPT, avec l'INET et on va tous avoir le même graphique, le même message et la même plateforme pour partager nos expériences, là, ça peut changer les choses. Après, on peut toujours changer plein de choses localement, hein, mais
Mais si tu veux un vrai changement, c'est ce qu'ils ont fait. J'ai pas le temps de raconter l'exemple de l'Islande, mais ils sont passés du pays qui avait le plus de gamins qui fumaient et buvaient de l'alcool et consommaient des drogues au pays le moins. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils en ont fait une priorité nationale et tout le monde était co-responsable de ça. Tout le monde était responsable que les gamins, ils passent pas leur vie dans la rue à fumer. Et ils ont réussi. Mais alors, ils ont réussi comment? En investissement dans des skateparks, des lieux de sport, de la culture. Mais ça marche. Dire aux gens que ça marche. Très bien, Charlotte, merci beaucoup pour cette heure et demie où tu nous as tenus en haleine. En tout cas, je pense qu'on aura l'occasion de se revoir et de partager ta ferveur et ta foi dans la santé publique. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire. Donc, le prochain webinaire sera le 17 octobre. On n'a pas encore défini, je crois, la thématique, mais ce sera à la même heure, entre midi et 13h30. En tout cas, bonne journée à tous et à toutes. Et Charlotte, Pardon, Gilbert, bon... c'est Daniel. Est-ce que 2-3 Ouais. du bureau peuvent rester sur la visio pour me raconter hier? J'avais demandé à Véronique. Ou Ah, Étienne. pardon, j'ai pas eu le temps de te répondre. Non, mais Ouais, juste un ou deux, enfin, ou Étienne, je ne sais pas. Je Merci, vous en tout cas. d'accord. Merci beaucoup. Ok, merci à tous et à toutes. Au revoir. Merci infiniment, Au revoir. Charlotte, et à bientôt pour et plein de courage pour tes prochaines échéances. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Moi, j'ai un souci, il va falloir que je parte dans 5 minutes. C'était super ouais. intéressant, hein. C'était vachement bien, hein, Ouais, c'est ce très qu'elle a bien. fait là. Enfin, ce qu'elle a... Franchement, c'est super, hein. Très, très bien. Bon. Ouais. Ouf, dis donc. C'est bon, on est entre nous. Et qu'entre nous. Oui, Ok. pardon pour hier, vraiment Véronique, mais chaque fois que tu m'as Non, non. demandé